Ce soir à l'émission, la question des lacs et des cours d'eau au cœur de la campagne municipale à Saint-Hippolyte. C'est gagnant pour nos lacs, c'est gagnant pour les élus, c'est gagnant pour nous qui payons des taxes. Et c'est le temps de la récolte au potager engagé du service d'entraide Le Relais. Nous, on est là pour distribuer, donner des légumes naturels, écologiques, locaux. En entrevue, je reçois Isabelle Bolduc et Mélanie Roy qui nous parlent des Journées de la culture dans les CHSLD. L'instant de ces activités-là, on sent vraiment qu'on ne pense plus à la maladie. Je m'entretiens également avec le conseiller municipal Mario Fauteux qui a choisi de quitter la vie politique après 50 années d'engagement. L'intégrité d'un élu, c'est l'arme la plus puissante que vous possédez, mais vos adversaires le savent. Enfin, Sébastien Lauzon consacre sa première chronique politique aux élections municipales du 2 novembre. Rappelez-vous que c'est des adversaires politiques, pas des ennemis politiques. Et à la fin, on n'est pas aux États-Unis. Essayez d'éviter de jouer sur l'émotion. Restons sur les idées et faisons-le avec du respect. Bienvenue à Accès local. Mardi 23 septembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Jeudi dernier, Clara, le regroupement des associations de lacs de Saint-Hippolyte a tenu une rencontre avec les équipes candidates là, en vue des prochaines élections pour discuter des enjeux relatifs aux cours d'eau dans la municipalité. Vous étiez sur place. Oui, Claude, c'est un exercice particulièrement intéressant car c'est la première fois depuis les élections municipales de 2009 que Saint-Hippolyte a plus de 2 candidats à la mairie. Et même là, en 2009, on comptait 2 candidats indépendants. Donc là, on parle vraiment de 3 équipes complètes de conseillers et de conseillères. Les gens sur le terrain nous parlent de jamais vu. On écoute à ce sujet Suzanne Chartrand, qui est coordonnatrice du regroupement des associations de lacs de Saint-Hippolyte. À ma connaissance, c'est une première. À la dernière élection municipale, il y avait un candidat à la mairie, pas d'équipe de candidats avec lui et une équipe qui a remporté les élections. Mais 3 équipes, je pense que ça fait, si ça a lieu, ça fait très longtemps. Oui, donc c'est excitant pour vous, pour le processus justement démocratique. Oui. Moi, je pense que c'est notre démocratie, il faut la respecter, il faut l'encourager. Et quelles sont-elles, ces équipes? Alors, pour ces élections-ci, les électeurs ont le choix entre l'équipe Yves Dagenet, le maire sortant, le collectif Vision citoyenne avec à sa tête Sonia Tremblay, ainsi que l'équipe Isabelle Poulain. Les 2 dernières équipes ont été constituées cette année. On parle de 3 équipes, là, mais il faut juste mentionner que sur le site Internet d'Élections Québec, une 4e équipe est enregistrée, l'équipe Rousseau, mais nous n'avons pas de nouvelles d'eux. L'objectif du regroupement avec cet événement, c'est d'aider les membres des associations de lacs de Saint-Hippolyte à prendre leur décision le 2 novembre prochain. La municipalité compte 63 lacs et 15 associations de lacs actives. Donc, ça fait beaucoup de monde qui ont des préoccupations semblables. On peut écouter Mme Chartrand. Nous, on pense que la collaboration avec la municipalité, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour nos lacs, c'est gagnant pour les élus, c'est gagnant pour nous qui payons des taxes. Et on demande tellement souvent de travailler en amont et avec rigueur. C'est nos 2 thèmes qui sont connus. Alors, de quoi on a parlé exactement là, durant cette réunion-là? Alors, chaque équipe avait 1 heure pour répondre aux mêmes questions posées par le regroupement ainsi que par certains représentants des associations de lacs. C'est toutes des questions portant de près ou de loin sur la qualité de l'eau des lacs dans la municipalité. Par exemple, à Saint-Hippolyte, la question des espèces aquatiques envahissantes est un enjeu qui revient souvent. En 2012, on parlait beaucoup des algues bleues et plus récemment de la myriophylle à épis. Les différentes équipes ont pu discuter de ce qu'ils comptaient faire pour mieux contrôler ces espèces. Il a aussi été question des bandes riveraines, donc cette zone de végétation naturelle qui doit rester intouchée aux abords des cours d'eau. C'est un règlement provincial que tous les propriétaires vivant près d'un cours d'eau doivent respecter. On parlait au début de 5 mètres à respecter. Maintenant, il est plutôt question de 10-15 mètres. Alors, ça déplaît à certaines personnes. Les équipes parlaient donc de leur position à ce sujet.
Le règlement de contrôle intérimaire qui est déjà en place à Saint-Hippolyte a fait beaucoup jaser. Oui, exactement. C'est un RCI donc qui vise à laisser du temps au conseil et à la population pour repenser au développement de l'urbanisme dans la municipalité. Les équipes ont pu partager leurs orientations en ce sens, ainsi que sur le plan de conservation déjà en place à Saint-Hippolyte. Le sujet des installations septiques a aussi été soulevé puisqu'une échéance sur la modernisation des équipements a été repoussée par la municipalité. C'est un délai que le regroupement dénonçait. Madame Chartrand a donc pu poser sa question à ce sujet. Finalement, le développement immobilier, qu'il soit résidentiel ou commercial, était aussi un enjeu important de la discussion. On écoute à ce propos Madame Chartrand. On veut voir comment les gens réfléchissent à, oui, accepter des gens qui veulent venir s'établir, mais en même temps en protégeant nos milieux naturels. Alors, comment on a un équilibre qu'on peut rejoindre dans ces deux aspects-là? Voilà pour ce qui est des enjeux dont il a été question. Claude, les préoccupations des citoyens présents tournaient aussi autour de la préservation des milieux humides et de la patrouille nautique qui veille à ce que les règlements soient bien respectés sur les plans d'eau durant l'été. C'est de la sécurité communautaire, mais certains élus et citoyens s'entendaient pour dire que la surveillance était parfois un peu trop stricte. Et j'imagine, Clara, que les citoyens là, qui n'ont pas pu assister à la rencontre, ils peuvent tout de même avoir accès là, au contenu de la rencontre, aux réponses qui ont été données. Oui, l'entièreté des échanges est disponible sur la page Facebook du regroupement des associations de lac de Saint-Hippolyte. Les citoyens peuvent donc aller chercher de l'information à cet endroit. Il y aura aussi d'autres exercices démocratiques auxquels les différentes équipes candidates à Saint-Hippolyte auront la chance de se prêter. Le journal communautaire Le Sentier tiendra un débat des chefs le 7 octobre et ici même à Télé-VBL, nous diffuserons nos entrevues avec les candidats à la mairie à partir du 26 octobre. Dernier petit fait intéressant, Saint-Hippolyte est la municipalité des Basses-Laurentides dont le taux de participation aux élections municipales est le plus bas. C'est une personne sur 5 aux dernières élections qui sont allées aux urnes, donc Madame Chartrand. Et le regroupement espérait que ce genre de rencontre puisse sensibiliser les citoyens aux enjeux de leur municipalité et les encourager à faire partie de la décision le 2 novembre prochain. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de jardinage engagé. Tiens. À plus tard, Claude. La MRC de Thérèse de Blainville a reçu une aide financière de plus de 2 millions de dollars octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 6 juin dernier. Cette aide a été offerte dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, volet 2, qui découle du plan pour une économie verte 2030. Ce financement s'inscrit dans la mise en œuvre de projets concrets favorisant l'adaptation au changement climatique. Ces projets incluent entre autres la gestion durable des eaux pluviales et la réduction des risques liés aux inondations. Une importante saisie d'objets de contrebande a été réalisée à l'établissement de détention de Saint-Jérôme au cours de la semaine dernière. La marchandise, évaluée à une valeur institutionnelle de 54 000 $ comprenait du tabac, des stupéfiants, des téléphones cellulaires et des accessoires de téléphonie. Elle a été interceptée avant son entrée dans l'établissement. Cette saisie s'inscrit dans les efforts de détection et de récupération des articles prohibés par les services correctionnels pour assurer la sécurité des personnes et des lieux. Pour une deuxième année, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides prend part aux Journées de la culture en proposant un circuit culturel qui vous mènera dans 11 CHSLD ou maisons des aînés qui sont situées sur son territoire. Isabelle Bolduc du CHSLD de Saint-Benoît et Mélanie Roy du CHSLD Hubert-Maisonneuve sont avec nous pour en parler. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. La culture pour tous, c'est le thème des Journées de la culture. Puis on peut pas, je pense, être plus en phase avec cette idée-là qu'en tenant ce genre d'activité-là dans les institutions où vous travaillez. Je vais d'abord vous demander à tour de rôle, on va commencer avec vous, Madame Roy. Comment ça se passe chez vous? Avec quel type de clientèle vous travaillez? C'est sûr qu'on a en hébergement, nous on est en CHSLD, on a aussi des maisons des aînés. Ce qui les caractérise, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie. Donc, on doit avoir une programmation qui est adaptée pour la clientèle et des activités aussi en conséquence. D'accord. Madame Bolduc? Oui, effectivement, mais c'est le même genre de clientèle qu'on a également. C'est un CHSLD aussi. Donc, puis on essaie d'y aller aussi avec les intérêts de tous et chacun pour bien se préparer pour cette journée. Et à quoi peuvent s'attendre les visiteurs là, qui vont aller chez vous, là? Dans mon CHSLD à Saint-Benoît, cette année, c'est vraiment au niveau de la musique. La musique prend une grande partie dans la vie des résidents. Puis, on a tout aussi un côté artistique là, de création visuelle qu'ils ont fait tout au long de l'année. Okay. Et comment on décide ça qu'on fait, par exemple, je ne sais pas, un atelier de porte-clés ou un atelier de peinture? Est-ce que c'est à la demande des résidents ou c'est des propositions là, qui viennent du personnel?
Mais en fait, c'est vraiment en lien avec la thématique de mois en mois, que souvent, c'est les responsables des loisirs qui font. Puis, par exemple, pour la musique, bien souvent, c'est les intérêts des résidents là, aussi, ouais. Moi, il y a quelques années, comme journaliste, j'ai couvert un atelier de peinture qui se tenait, peut-être vous savez de quoi je parle, qui se tenait au Centre Drapeau d'Échambault, qui était animé par une artiste professionnelle. Puis j'avais découvert des gens qui touchaient à ça pour la première fois, qui étaient complètement épatés par ce qu'ils étaient capables de faire, et d'autres aussi qui renouaient avec beaucoup d'émotions, avec une pratique qu'ils avaient déjà connue, mais il y a très longtemps. Et ça m'amène sur la question, sur le chemin des bienfaits de l'art et de la création. Qu'est-ce que, toutes les deux, vous observez chez vos résidents, là? C'est sûr que de faire de l'art et la culture, ça prend une grande place dans la programmation de nos loisirs, parce que c'est important pour les résidents. C'est une façon pour eux de s'évader, c'est une façon de les stimuler, c'est une façon de socialiser. Et l'instant de ces activités-là, on sent vraiment qu'on ne pense plus à la maladie. Donc, c'est quelque chose d'important et significatif pour eux. Et Mme Bolduc, quelle est la réaction des gens qui vous visitent là, durant ces journées-là? Beaucoup d'étoiles dans les yeux, beaucoup de sourires, sont très étonnés. Souvent, ils s'attendent pas à voir commencer à l'intérieur de nos murs, puis ils sont très surpris et ils veulent revenir encore. Puis souvent, on a des félicitations, puis ils sont contents de voir que nos aînés, ils ont encore une place, puis qui font de belles choses. Si je vous tendais un porte-voix, puis en vous disant, invitez les gens à venir vous voir, comment vous leur diriez qu'il faut absolument visiter vos résidences ce jour-là? De un, c'est pas juste un projet de nos résidents. Je pense que c'est un projet qui est mobilisateur, qui inclut pas juste nos résidents, mais tous les acteurs qui gravitent dans nos centres. Notamment, ça serait pas possible sans l'implication du comité des usagers, des résidents qui sont présents. C'est une belle célébration où est-ce qu'on a les familles, les bénévoles, on a les employés qui font une part active aussi dans l'activité. Donc, c'est un beau projet commun, puis une façon d'être intégré dans notre communauté. Donc, on ouvre nos portes. Donc, venez nous voir. Ça nous fait plaisir de montrer ce qu'il y a de beau en hébergement. Très bien vendu. En terminant, je rappelle que le circuit culturel s'est offert ça gratuitement les 26, 27, 28 septembre. Et pour connaître les lieux, les horaires précis, les gens donc à visiter le site web du CIS des Laurentides ou celui des Journées de la culture. Madame Roy, Madame Bolduc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Le Réseau des femmes des Laurentides et ses membres, c'est-à-dire des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, des centres de femmes, des CALAX et d'autres alliés œuvrant en conditions féminines, se sont réunis en Assemblée générale le 18 septembre pour adopter les revendications régionales qui seront verbalisées lors des 6 événements locaux de la Marche mondiale des femmes 2025 qui se tiendront du 23 septembre au 9 octobre prochain. Une des priorités du RFL est l'autonomie économique des femmes qui passe notamment par un accès accru au logement. La Fondation Le Pilier invite la population à une marche célébrant son 40e anniversaire le dimanche 5 octobre de 9h à 11h30 au Village des Arts du Centre de la Nature de Laval. Pour l'occasion, 2 parcours de 2,5 km et 5 km seront proposés, tous deux accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Il est possible de s'y inscrire en ligne dès maintenant. La Fondation Le Pilier a pour mission d'offrir une qualité de vie aux personnes en situation de handicap grâce à des milieux sécuritaires, des activités adaptées et du répit pour les proches aidants. On accueille un nouveau chroniqueur politique. Il s'appelle Sébastien Lauzon. Il est directeur des affaires publiques chez Catapulte Communication, ancien conseiller aux affaires municipales pour le premier ministre du Québec. Sébastien Lauzon, bonsoir. Bonsoir. On va parler des élections municipales. Hein. On peut pas être mieux synchronisé avec les événements. Il y a 1100 municipalités qui sont en élection. Théoriquement, ça fait 8000 postes d'élus qui vont être en jeu le 2 novembre. Alors, les candidats sont déjà sur le terrain, la campagne est lancée. Quelle est la bonne attitude à adopter pour eux en ce moment?
D'abord, merci pour l'invitation. Faire ça dans ma région, je suis très fier de ça. Chaque campagne est différente. Hein? Chaque ville a son écosystème. Il y a un niveau de tension qui est propre à chacun. Est-ce qu'il y a plusieurs candidats? Est-ce qu'il y a plusieurs équipes? Est-ce qu'il y a une longue tradition, par exemple, des débats dans certaines villes? Donc, c'est important de le prendre séparément. Mais pour mettre en contexte les auditeurs, dans chacune des villes où il y a 2 équipes, ça reste une situation qui est délicate. Mettez-vous à leur place. Là. Une fois aux 4 ans, on a une équipe de gens qui viennent vous dire que vos décisions étaient mauvaises, c'est peut-être la mauvaise personne qui ferait mieux que vous. Donc, à la fin, ça crée assurément des tensions qui sont négatives. Moi, je dirais 2 choses. La première, aux équipes sortantes qui se représentent, ça reste un exercice sain et démocratique. Il faut l'accepter, ça fait partie de la game. Garder focus, éviter la frustration. Des fois, ça peut être un petit peu frustrant de voir certaines propositions alors que les oppositions n'ont pas nécessairement les ressources pour faire leurs idées. Donc, il faut rester zen, proposer vos idées, votre vision, défendez votre bilan. Pour les équipes sortantes, les aspirants, je vous dirais, restez humble, parce que gérer le secteur public, c'est pas gérer le secteur privé. C'est un écosystème, un univers qui est différent. Je crois sincèrement qu'il faut présenter, ça fait partie de la démocratie, il faut présenter des idées. Vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de prétendre au poste, mais il faut le faire avec une certaine humilité, assurément. Puis pour l'ensemble, rappelez-vous que c'est des adversaires politiques, pas des ennemis politiques. Et à la fin, on n'est pas aux États-Unis, essayez d'éviter de jouer sur l'émotion, restons sur les idées et faisons-le avec du respect. Oui, parce que des fois, les couteaux volent bas, on s'en cachera pas. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait des campagnes d'idées. Quels sont quand même, dans ce domaine-là, les pièges à éviter? Bien, les pièges à éviter, je vous dirais 3 choses. D'abord, le contexte dans lequel les idées se prêtent, ce qu'on propose, puis un peu comment on le fait. D'abord, parlons du contexte dans lequel se déroule la présente campagne municipale dans les Basses-Laurentides. À la fin, on a une économie qui vacille, une économie qui est fragile. On a perdu 28 400 jobs à temps plein depuis le début de l'année au Québec. Bien que dans les Laurentides, le taux de chômage reste relativement bon, on est à 4,5 reste que les jeunes sont très impactés par le taux de chômage quand on le décortique, et les personnes en haut de 50 ans également avec peu d'éducation. Donc, ça a un impact sur le sentiment des électeurs, je dirais. Il faut aussi garder en tête qu'il y a une pression dans les Basses-Laurentides sur les dépenses. On a une croissance démographique qui est parmi les plus fortes au Canada, parmi les plus fortes au Québec, bien entendu. Donc, il faut répondre à cette croissance démographique-là. Il y a une pression également sur les dépenses, sur les revenus, avec la crise du logement et les changements climatiques, un déficit à Québec qui est incroyable. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en considération. La deuxième piège, c'est ce qu'on doit proposer. Évitons la surenchère du rêve. On ne peut pas avoir un projet de rêve à chaque 4 ans. Je pense que c'est important de se le rappeler. De mon expérience, les dérapages se font souvent avec les infrastructures sportives et culturelles. Ça génère des coûts d'opération, d'entretien. Il faut les renouveler dans 20 ans. Je pense que c'est important qu'on reste réaliste, pragmatique, puis que par la suite, on puisse justement proposer des choses qui répondent aux enjeux là, du contexte actuel. La troisième chose, je pense qu'il faut être clair et cohérent. Clair et cohérent, on peut pas promettre des choses d'un côté puis de l'autre côté, ne pas dire où on prend l'argent pour le faire. Il y a une certaine cohérence à avoir. Puis il faut dire exactement aux citoyens, il faut éviter les phrases creuses, les idées creuses, il faut dire concrètement aux citoyens qu'est-ce que ça va impliquer pour eux. Alors, en terminant, Sébastien, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux citoyens qui devront prendre une décision le 2 novembre prochain en 30 secondes à peu près? Moi, je dirais, les candidats finissent toujours par vous proposer un peu ce que vous souhaitez. Si vous les trouvez incohérents, souvent c'est parce qu'on est nous-mêmes comme population un peu incohérents. On aime les projets de rêve, c'est parce que nous-mêmes on aime ça. Je dirais, soyons rigoureux, posons des questions, sachons ce qu'on veut, puis ayons des attentes qui sont justes pour les candidats et à la fin, allez voter. Merci beaucoup, Sébastien.
Après 50 ans d'engagement politique, Mario Fauteux, conseiller du district numéro 10 à Saint-Jérôme, vient d'annoncer sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat dans le cadre des élections municipales du 2 novembre. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, Monsieur Fauteux. Bonsoir. À la dernière séance du Conseil, ça c'était le 26 août, vous avez livré un discours qui m'a fait connaître, moi, un homme au franc-parler, un homme de conviction, un homme d'émotion aussi. J'aimerais revenir sur 2-3 aspects de ce discours-là que vous avez fait, à commencer par le legs le plus important de la carrière de Mario Fauteux au municipal. Je parle du lac Jérôme, bien sûr. Il y a toute une histoire derrière ça. Ah ben oui. C'était un territoire qui était là, latent, qui attendait qu'on s'en occupe, tout simplement. Et moi, j'ai monté un projet. Quand j'ai été élu en 2013, j'ai monté un projet que j'ai présenté à la Commission de l'Environnement, parce que j'étais président de la Commission de l'Environnement, pour dire, ce territoire-là, il faut le protéger. Je m'étais basé un peu sur mes visites que j'avais fait au parc de la Yamaska avec les réservoirs qui est là, je pense que c'est Chouanière, si je me souviens bien. Et puis je me disais, le lac Jérôme pourrait peut-être servir un peu d'exemple de reproduire ce qui s'est fait là-bas et de préserver le territoire. Et c'est ce qu'on a fait en 2015. On a préservé 10 millions de pieds carrés, la ville l'a acquis. Et puis, on a préservé ce territoire-là. Et là, on vient de lui donner un statut de protection permanent à Vietnam Eternam l'année dernière. Et cette année, une semaine avant le conseil de ville, on a annoncé comme quoi qu'on préservait encore et qu'on avait acquis encore 6 millions de pieds carrés, puis on avait fait d'autres acquisitions en cours de route. On est rendu maintenant à 24 millions de pieds carrés sur ce territoire-là. C'est un des plus beaux legs que je peux faire. Mission accomplie. Donc, vous avez piloté, ce qu'on appelle les dossiers verts. Hein? C'est souvent ce qu'on vous a confié. Est-ce que, dès votre arrivée en politique, cette dimension-là de l'engagement envers l'environnement, ça vous habitait déjà? Ah ben oui, beaucoup. Puis, à Compagnie-Renard, j'étais au département technique, donc on s'occupait il y avait un volet environnement qui était assez important. Et en même temps, ben moi, je suis encore un grand adepte du camping, mais c'est du camping avec la Société d'établissement de plein air, la CEPAC. Oui. Et j'ai fait beaucoup de ces parcs-là. J'en ai fait 20 sur 26 et je me suis toujours intéressé aux conférenciers qui étaient là, qui donnaient des conférences sur la protection de la nature. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis je suis devenu un peu autodidacte dans le domaine de la protection des territoires. Un vrai coureur des bois. Votre franc-parler, M. Fauteux, vos convictions vous ont parfois obligé à prendre vos distances un peu avec vos collègues. Vous avez même été tassé par un ancien maire qui en avait d'ailleurs payé le prix d'une destitution. Vous souhaiteriez par ailleurs que les élus municipaux soient capables de travailler ensemble au-delà de la partisanerie. Est-ce que vous iriez jusqu'à remettre en question la pertinence des partis politiques au municipal? Au municipal, oui. Au provincial, c'est une autre chose. Mais au municipal, oui, parce que je trouve que, premièrement, c'est un petit gouvernement. On est 12 élus, 12 conseillers municipaux. Et ce que ça fait, c'est que souvent, ça fait des chicanes de clochers et on se prive de bonnes idées des uns par rapport aux autres. Ce qui s'est produit dans les deux cas, moi, j'ai vu, c'est les 2 premières années, ça va bien. Mais à un moment donné, il y a toujours une tendance où il se forme une petite clique pour le gain du pouvoir et puis le contrôle du pouvoir et puis... On pense déjà à la prochaine élection. Ouais. Et là, on élimine souvent des gens qui pourraient nous nuire à la prochaine élection. Je trouve ça bien achalant. Ouais. Et en 2021, on avait pris l'engagement de travailler indépendant. La maire, d'ailleurs, Marc Boursier, est devenue indépendant. Moi, je le suis devenu 2 ans après. Et puis, moi, je trouve ça beaucoup plus efficace. Vous semblez très fier, hein, de ce que vous avez accompli durant votre passage au municipal. Il en demeure pour moi que dans votre discours du 26 août, vous avez évoqué, en pleurant même, l'usure et le manque de motivation. Qu'est-ce qui vous a tant usé et démotivé dans vos dernières années en politique? Ben, ce qui m'a usé, surtout, c'est toutes les années. Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, j'étais président de l'école de papeterie à Trois-Rivières, au cégep de Trois-Rivières. À 18 ans, je me suis engagé pour un parti provincial. Et puis, j'ai fait 14 campagnes électorales. J'en ai dirigé 2, dont la campagne, j'ai été directeur de l'organisation du oui au référendum dans le comté de Prévost. Ça en fait beaucoup. Et là, c'est la famille qui paye le prix. Hein? Ouais. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'usure. L'autre,
partie de l'usure, c'est aussi les débats. Quand vous êtes un peu idéologique, c'est les débats que vous vivez constamment. Et souvent, il y a deux confrontations. Il y a ceux qui sont plus tempérés puis qui veulent pas aller trop loin, puis il y a ceux qui veulent faire avancer les choses. Et à un moment donné, ça use. La démotivation, j'avoue, c'est ce qu'on a vécu dans le conseil de ville actuellement. Malheureusement, le conseil de ville, ça s'est divisé en deux. Ouais. Et à mon grand regret, parce que c'était bien parti pour faire un vrai conseil qui marchait bien. Et pourtant, on a fait beaucoup de réalisations malgré ça. C'est l'atmosphère qui était bonne. Est-ce que malgré tout ça, M. Fauteux, vous encouragez les gens à s'investir comme vous l'avez fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la politique, mais qui sont freinés un peu par ce genre Malheureusement, moi, je pense que c'est une des causes des 1200 élus qui ont quitté en cours de mandat. C'est les guerres intestinales à l'intérieur d'un conseil de ville. Oui, il y a aussi les réseaux sociaux, mais il y a cet aspect-là qui vient jouer puis qui vient démotiver des gens qui pourraient vouloir se présenter. Et quel conseil, M. Fauteux, est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un qui songe à se lancer en politique? Le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est de protéger son intégrité. L'intégrité d'un élu, c'est l'arme la plus puissante que vous possédez, mais vos adversaires le savent. Et c'est pour ça qu'ils vont s'y attaquer ardemment pour tenter de vous casser. C'est malheureux, c'est comme ça que ça marche, mais prenez un soin jaloux de votre intégrité puis vous aurez une belle carrière politique. Monsieur Fauteux, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'être venu nous raconter du mieux possible les beaux 50 années d'engagement politique. Ah ben merci bien, ça me fait plaisir. On est de retour avec Clara Matéjonet. Début septembre, les services d'entraide Le Relais, ça c'est à Boisbriand, ont souligné la fête des récoltes au potager engagé et vous étiez sur place pour l'occasion. Oui, Claude, c'était le moment de souligner le succès de l'initiative cette année encore. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Aujourd'hui, vous êtes chanceux, vous êtes dans un super jardin solidaire et de partage qui s'appelle le Potager Engagé. On est situé à Boisbriand. On est rendu à notre 4e année d'existence en tant que jardin collectif. Puis vous êtes là vraiment pour apprendre à cultiver, récolter, à vous faire des nouveaux amis. Et à part ça, tous les légumes sont redistribués à la collectivité de la MRC Thérèse de Blainville. On fête les récoltes parce que là, en ce moment, le jardin est encore beau, mais en fait, tout le mois de septembre, les récoltes vont se continuer, au mois d'octobre aussi même. On a beaucoup de variétés de légumes, donc on a des tomates, des poivrons, des piments, on a des courges, des oignons rouges, des oignons jaunes, et on a des vivaces, on a des fleurs, on veut égayer le potager, et aussi, c'est bon pour les pollinisateurs. Mais c'est ça, mais chaque année, il y a des défis, c'est ça l'agriculture, donc c'est les aléas de la température, ça dépend de notre sol, des insectes aussi. Donc, on est sujet à toutes ces belles choses-là qui se passent. Donc, c'est des beaux moments d'apprentissage aussi. Comme cette année, on a eu un début de printemps très pluvieux et très froid. Après ça, on a eu un été très chaud et très sec. Il faut qu'on s'adapte. Nos méthodes de culture ne seront pas les mêmes. Donc oui, on a vu une différence, comme tous les agriculteurs de la région cette année. On voit que c'est différent. La culture, les récoltes sont là, mais ne sont pas aussi belles que l'année passée. Mais on a eu de la récolte. On est rendu à 1400 kilos présentement. Donc, à titre d'exemple, ça vous fait 7 ours bruns. Et oui. Il faut imaginer que là-dedans, il y a des fines herbes, il y a de l'ail, il y a des petits légumes qui pèsent pas beaucoup. Donc, c'est quand même un bon montant. Je pense que le potager, il est là pour répondre à quelque chose de malheureusement essentiel présentement dans la société, puis qu'on voit que ça va malheureusement continuer. Nous, on est là pour distribuer, donner des légumes naturels, écologiques, locaux, et c'est pour redonner à des personnes qui ne pourraient pas s'offrir ces légumes-là. On est chanceux aussi, on a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider, nous soutenir dans notre mission. On reçoit des entreprises aussi et des organismes qui viennent. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui veulent bien s'impliquer au jardin. On cumule un total d'à peu près 130 bénévoles. C'est le fun pour eux aussi, ils apprennent, puis après ils peuvent transmettre ces connaissances-là dans leur propre jardin ou juste parce qu'ils sont très curieux et ils sont soif d'apprendre. Nous sommes toujours là, toujours ouverts de mai jusqu'à octobre. Nous vous invitons à venir à notre potager pour devenir un participant jardinier. Vous êtes en bonne compagnie, on est là pour vous, puis vous êtes là pour nous aussi. Donc un grand merci. On vous attend. Merci Clara, on se revoit demain. À demain Claude.
Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et que vous pouvez regarder toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à notre antenne.